l'extrême droite, ce qu'on peut dire, c'est que, c'est pour ça que j'ai distribué le petit schéma qui est ici, quand on regarde la vue d'ensemble, il y a plusieurs choses qui frappent. La première chose qui frappe, c'est que c'est un gigantesque bordel. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a beaucoup de groupes, et il est assez difficile, en fait, d'en dresser la carte. La deuxième remarque qui est importante, c'est que les trois quarts des groupes qui sont là sont nés depuis moins de 5 ans. Ce qui veut dire qu'il y a eu un gros renouvellement, il y a un renouvellement quand même assez fréquent de ce qu'est l'extrême droite. Et la troisième remarque, c'est que les deux groupes les plus connus, c'est-à-dire le Front National et le Bloc identitaire, dont on parle le plus, sont finalement, quand on regarde la carte, les groupes qui sont les plus isolés, c'est-à-dire qui ne sont pas au cœur des réseaux de groupuscules. Alors, quand même, pour voir comment on en est arrivé là aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière, à partir des années 60, qui est, disons, la décade qui marque la date de naissance de l'extrême droite contemporaine. On va vraiment avoir l'émergence de groupes nouveaux. Le plus connu d'entre eux étant Occident, puis après sa dissolution, Ordre Nouveau. Et ces groupes se caractérisent en trois caractéristiques. La première, c'est que c'est des groupes qui sont jeunes. La deuxième, c'est que c'est des groupes qui sont violents. Et la troisième, c'est que c'est des groupes qui se construisent autour de l'anticommunisme. Voilà, disons, le triptyque sur lequel va se renouveler l'extrême droite française. Alors, le plus important d'entre eux, ça sera Ordre Nouveau, puisque c'est lui qui, à un moment donné, va quand même plus ou moins dépasser le stade groupusculaire. Occident, c'est à peu près 500 militants. Ordre Nouveau, c'est plusieurs milliers. Mais très vite, il va se confronter à une difficulté. C'est que les groupes dont je vous parle sont ceux dont on va dire qu'ils appartiennent à la famille des groupes nationalistes. Mais à côté de ces groupes existe une autre tendance de l'extrême droite qui, schématiquement, on peut appeler la droite nationale. Vous avez ici donc les mouvements tels que je les ai décrits, mais il existe aussi, et là ancré dans une histoire plus longue, ce qu'on appelle la droite nationale, c'est-à-dire toute l'extrême droite qui s'est construite autour de l'Algérie française, le poujadisme, etc. Et les gens d'Ordre Nouveau voient bien que pour se développer, il va falloir à un moment donné que et nationalistes, groupe nationaliste et droite nationale se regroupent, travaillent ensemble. Et c'est pour ça qu'un an avant d'être dissous, ils vont avoir l'idée, en prenant comme modèle ce qui se passait en Italie à cette époque-là, le Front National. Donc le rapprochement, le regroupement de ces deux tendances de l'extrême droite. C'est donc Ordre Nouveau, qui représente les groupes nationalistes, qui va en avoir l'idée, qui va la structurer. Pour équilibrer un petit peu le rapport de force, il faut mettre à sa tête un représentant de la droite nationale et quelqu'un qui soit crédible. Ils vont aller chercher quelqu'un qui s'était plutôt retiré de la vie politique, mais qui a une expérience au sein de la droite nationale, à peu près à tous les échelons, qui a aussi une expérience électorale. Allô, il y a plus de son, voilà. Une expérience électorale, et c'est Jean-Marie Le Pen. Sachant que dans un premier temps, ils espèrent que ce personnage, parce qu'il est un peu has-been justement, ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Et tout le monde le sait, l'histoire du Front National, c'est justement qu'ils vont se faire piquer leurs jouets et que le Front National va devenir un outil au service de Jean-Marie Le Pen. Ce qui fait que très rapidement, dans les années... Allô, ça marche pas super. Si. Dans les années 70... Allô, ouais. Ce qui fait qu'un certain nombre de militants... Un certain nombre de militants de ce qu'est le Front National au tout début vont voir que les nationalistes sont en train de se faire manger la laine sur le dos et vont donc quitter le Front National pour créer une autre structure. Si je vous en parle, c'est pas tellement parce que son histoire sera très importante, parce que même s'il y a tous les avantages au départ, structure militante, résultats électoraux... Ça vous ennuie si je parle comme ça? Vous entendez? Même au fond? La musique, il faudrait la couper aussi. Ah, il faudrait couper la musique. Bon, je vais essayer quand même avec. Donc oui, pourquoi je vous en parle? Parce que même si le PFN va être, le Parti des Forces Nouvelles va être un échec, c'est en son sein qu'une grosse partie du discours de l'idéologie, disons, qui va porter le Front National va se développer, et c'est le cas en particulier de tout le discours anti-mondialiste, qui est encore aujourd'hui une des matrices du FN. Mais au sein du Front National aussi, des idées nouvelles apparaissent, et en particulier une très importante sous l'impulsion de François Duprat, dont je ne peux pas beaucoup vous parler aujourd'hui faute de temps, parce que c'est un personnage qui mérite un débat tout seul, mais qui a introduit une idée là encore qui va porter le Front National pendant des décennies, qui est l'idée d'associer ou d'estimer le nombre de chômeurs au nombre d'immigrés.
Fort de ces deux piliers idéologiques, le Front National va essayer de se développer pendant les années 70, mais ça ne va pas fonctionner. Que ce soit sur le plan électoral ou autre, ça capote, et pendant 10 ans, on a ce qu'on appelle la traversée du désert du FN, c'est-à-dire une structure qui se met en place et qui connaît aucun succès public. Il faut attendre le début des années 80 pour qu'il se passe quelque chose. Alors, pour les plus jeunes, il faut peut-être rappeler qu'il y a eu un double choc au tout début des années 80. D'abord un choc au sein du peuple de droite avec l'élection du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, l'élection de Mitterrand, qui va créer vraiment un nombre de chocs dans la droite et qui va dire c'est plus possible, il faut faire une vraie peur, une vraie panique. D'autre part, c'est aussi au début des années 80 que les immigrés de deuxième génération, ceux qui sont nés ici, vont commencer aussi à exiger un certain nombre de reconnaissance de leurs droits. C'est dans ce contexte que donc le Front National va pouvoir se développer. Il faut aussi voir du côté du peuple des gauches un effet boomerang qui fait qu'après 2 ans de pouvoir socialiste, les gens se rendent compte qu'ils se sont fait berner, et du coup, là aussi, il y a une grande frustration. Frustration à gauche qui peut créer les conditions du succès. Oui, je vais vite, mais je mets 4. Mais c'est aussi la récupération du mouvement d'immigration par SOS Racisme qui va prolonger un petit peu cette actualité. C'est donc dans ce climat que le FN va faire sa percée. Alors de quelle façon? Eh bien, d'abord avec une petite locale. C'est à Dreux, en 1983, que le FN connaît son premier succès. Et ce succès, il le doit à l'individu que vous avez assis à gauche de Le Pen, qui s'appelle Jean-Pierre Stirbois. Alors, j'en parle rapidement parce que lui aussi, il va poser une 3e pierre, on va dire, du discours du Front National qui encore aujourd'hui le porte, qui est celle d'essayer de représenter une espèce de 3e voie entre capitalisme et marxisme. Et cette idée de 3e voie, donc lui, la développe sous la forme du solidarisme, mais après, cette idée va être développée, reprise sous différents noms, mais l'idée est là. La 2e chose qu'il apporte, c'est la nécessité d'un ancrage local. Et ça, c'est pareil, encore jusqu'à aujourd'hui, on voit bien, par exemple, avec la nécessité, le passage un peu obligé qu'a eu Marine Le Pen avec Hénin Beaumont, du travail local, c'est devenu une constante après au FN, mais c'est lui qui, à un moment, la met en valeur. Heureusement pour nous, malheureusement pour le Front, Jean-Pierre Stirbois disparaît en 1988 et il va encore être, jusqu'à aujourd'hui encore, on trouve des sites internet à sa gloire à l'extrême droite. Il aura donc marqué les esprits, mais son apport sera stoppé par son décès évidemment. L'autre élément important, c'est l'entrée du Front National après un succès local à un niveau national. Et en particulier, on l'a oublié un petit peu, mais en 1986, grâce à un scrutin à la proportionnelle favorable, le Front National peut envoyer 35, je crois, députés à l'Assemblée nationale, alors qu'ils ne vont pas vraiment se faire remarquer par des propositions de loi sidérantes, mais qui vont permettre de lui donner une assise à un moment, et surtout une espèce de reconnaissance dans le champ démocratique. Et c'est pour ça qu'à partir de cette date, vont le rejoindre des cadres issus de la droite traditionnelle. C'est le cas par exemple de Bruno Maigret que vous voyez, ou vous ne voyez pas parce que c'est trop loin, sur la photo qui est ici et dont je reparlerai tout à l'heure. Le Front National, c'est aussi, toujours dans les années 80, à la fois une percée électorale mais surtout une percée médiatique. Alors plus ou moins instrumentalisé par le pouvoir socialiste de l'époque pour mettre à mal la droite, le FN va envahir les médias. Et il va faire naître, alors à la fois à son corps défendant et en même temps par sa faute, un malentendu important quant à la nature même du Front National. Puisque quand Le Pen passe à la télé, c'est toujours, on attend, disons, la petite phrase, la provocation, qui va faire, comme on dirait, le buzz aujourd'hui. Alors, essentiellement, c'est par le biais de l'antisémitisme que Le Pen va faire jouer les leviers de la provocation. Et du coup, va naître ce qui est à mon sens un malentendu qui va vraiment poser problème, qui est celui de dire que le problème du Front National, c'est que c'est l'héritier du nazisme, c'est que le Front National, c'est l'antisémitisme. Alors bien sûr, au sein du Front National, il y a des antisémites, mais à aucun moment dans son discours, en tout cas,
l'antisémitisme a été une espèce de colonne vertébrale de son idéologie, de son discours. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est resté toujours assez marginal en son sein, même si encore une fois, individuellement, vous avez des antisémites notoires qui l'ont approché. Mais en tout cas, c'est toujours en raison de ces petites phrases, en raison de ces provocations antisémites, que le FN va être considéré comme non fréquentable. Et non pas du tout par rapport à son discours réel sur la sécurité et l'immigration, et pour cause, puisqu'une grande partie va être prise par les gouvernements successifs dans les années 80 et 90. Alors il n'y a pas que le FN dans les années 80 qui va porter un renouvellement d'extrême droite, il y a aussi toute une série de groupuscules, dont certains sont nés dans les années 60 et vont connaître à date fixe un renouvellement de son personnel tout en gardant la même étiquette. Le cas le plus emblématique, c'est celui du GUD, fondé par Alain Robert, dont on a entendu parler tout à l'heure à propos du PFN. Né dans les années 60, il va périodiquement renaître de ses cendres, avec des équipes variées, mais toujours un petit peu la même image. C'est encore plus flagrant aujourd'hui, où il y a une espèce de revival du GUD vintage, donc retour des Ray-Ban, du cuir, etc., avec quand même là une image forte à laquelle l'extrême droite s'accroche, et ça principalement, disons, l'extrême droite fashion, on va dire, c'est le GUD. Mais il y a quand même des groupes un petit peu plus consistants en termes idéologiques. C'est le cas de tous les groupuscules nationalistes révolutionnaires qui vont se développer à ce moment-là. Le précurseur, on va dire, c'est ceux qui sont sur l'écran, donc le mouvement nationaliste révolutionnaire de Maliarakis. Là pareil, j'ai pas le temps de développer, mais on va dire que l'idée dont j'ai parlé tout à l'heure, de trouver une espèce de troisième voie c'est quelque chose qui va vraiment travailler l'extrême droite, y compris dans les groupuscules, pendant longtemps, en jouant en particulier sur l'ambiguïté, en reprenant des codes de l'imagerie gauchiste et en les reprenant à leur compte, un phénomène qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Alors après, il existe quand même, à cette époque, ce qui a à peu près disparu aujourd'hui, d'authentiques groupes néo-nazis revendiqués comme tels. C'est le cas du Parti nationaliste français et européen, qui va d'autre part se faire remarquer par une pratique, par des actions, des attentats terroristes, on va dire, en particulier celui qui est resté dans les mémoires, et celui contre des foyers Sonacotra, qui fera un mort et plusieurs blessés. Donc vous avez une image ici, et qui ne s'embarrasse pas, lui, pour le coup, de cacher son discours, comme le montre l'autocollant que vous voyez ici. Ce groupuscule, cela dit, va disparaître assez rapidement, mais c'est la seule, disons, dans cette période-là, c'est le seul groupe ouvertement néo-nazi qu'on peut répertorier. Les années 80, bien sûr, c'est aussi, décidément, c'est bien chargé, l'arrivée en France du phénomène skinhead. Alors, je sais, il y a peut-être des skins dans la salle, je m'en excuse. Je sais qu'il faut dire que le mouvement skin, c'est pas un mouvement raciste, blablabla, c'est vrai, absolument. Mais en attendant, quand il arrive en France et qu'il se développe, eh bien, il faut reconnaître que les principaux groupes, les principales bandes sont marquées à l'extrême droite, voire revendiquent clairement une filiation néo-nazie. C'est le cas pour les 4 groupes dont voici les pochettes, et qui vont surtout faire de la politique dans les paroles de leurs chansons, mais pas tous, comme c'est le cas pour le groupe au centre, que vous voyez, qui est le groupe Evikskin, qui lui va aller un petit peu plus loin, en particulier parce que parmi ses fans, il compte un jeune homme qui est encore en place aujourd'hui. C'est Serge Ayoub, alias Bastkin, qui est le seul vraiment à chercher à politiser cette mouvance de l'intérieur. C'est-à-dire, bien sûr, les groupuscules d'extrême droite ont essayé de récupérer le mouvement skin à leur avantage, ce qui n'a pas trop fonctionné, alors que Bastkin, c'est un skin, et qui va lui essayer de le politiser de l'intérieur. Alors comment il va s'y prendre? Ben, pas très bien, il faut bien le dire, puisque l'activité politique du GNR, puisqu'il donne un nom à ce groupe, les nationalistes révolutionnaires, ça va être principalement de coller des affiches. Alors au début, ils collent des affiches pour eux, puis après, ils collent des affiches pour des groupes d'extrême droite, pour le FN, puis après pour n'importe qui leur donne de l'argent. Et le reste de leur activité, comme vous le voyez sur l'image, c'est de se montrer, c'est de faire des actions de rue violentes, mais rarement dans un cadre politique. Il y a quand même une exception, c'est la manifestation du 7 mai 1994, qui est organisée par quasiment tout ce que l'extrême droite jeune compte de groupes,
et qui manifeste contre l'occupation américaine de l'Europe depuis 1944, enfin 1945, et qui va tourner au drame puisque la police réprime la manifestation et un des militants, qui est un militant de l'œuvre française, Sébastien Desieux, va tomber d'un toit et mourir. Ce qui fait que l'extrême droite va organiser 2 jours plus tard une marche à sa mémoire. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que cette marche s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, en plein Paris, le 9 mai. Et pendant presque 10 ans, cette retraite au flambeau va se faire dans l'indifférence quasi générale. Alors les skinheads, à cette époque, savent encore écrire, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, et publient un certain nombre de revues qui montrent quand même qu'on a à l'époque un véritable phénomène contre-culturel, puisqu'on a à la fois des groupes de musique, des concerts, des groupes de rue, mais également la production d'un certain nombre de matériel. La plupart sont d'une qualité très médiocre, mais il y en a quand même qui sortent du lot. C'est le cas en particulier de Réfléchir et Agir, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors le Front National va connaître son apogée dans les années 90, en particulier en se développant sur 3 fronts. Le premier, c'est sur le terrain électoral, en montrant ce qu'il sait faire une fois qu'il est aux commandes du pouvoir dans des villes importantes. C'est le cas des 4 villes qui sont affichées ici, et où il va pouvoir montrer son savoir-faire. L'autre élément sur lequel il va se développer, c'est toute une série d'associations, de cercles. C'était vrai déjà dans les années 80, mais ça va exploser dans les années 90, qui vont montrer que le FN a non seulement une implantation locale, mais aussi une implantation sociale, avec un certain nombre de cercles comme ça, dans différents domaines. Enfin, toujours au milieu des années 90, en 95, c'est la même année, il y a la tentative, la seule vraie tentative dans l'histoire du Front National, de créer des syndicats estampillés FN. Il va le faire dans la police, il va le faire dans la pénitentiaire, il va le faire dans les transports en commun. Bon, à chaque fois, avec un succès quand même pas négligeable, et il faudra que l'histoire se termine devant les tribunaux pour que l'aventure s'arrête. Mais ça laisse quand même à réfléchir, mais je crois que ça sera développé sur la question du discours social un peu plus tard. Ce qui se développe également, c'est la structure militante, puisque à ce moment-là, le FN peut mettre plusieurs dizaines de milliers de gens dans la rue. Il a une structure très organisée, en particulier un service d'ordre, qui rend particulièrement difficile la riposte antifasciste, et qui va se solder, toujours en 1995, par 2 drames. Un en février à Marseille, où Ibrahim Ali est assassiné par des corps nationaux, et l'autre, Brahim Bouharam, assassiné le 1er mai par des skins venus au défilé du Front National, alors prétendument à la marge, mais quand même emmené en carte par le FN. Alors il est quand même notable qu'aujourd'hui on parle encore un peu de Brahim Bouharam et plus du tout d'Ibrahim Ali, alors que c'est le premier qui a été tué par des militants du FN et non pas le second. Mais pour certains, ce succès dure trop longtemps, du moins aux mains de Jean-Marie Le Pen. C'est Maigret qui donc rejoint tardivement le Front National, qui n'a pas fait la traversée du désert, qui arrive alors que le succès est déjà là, en moins d'1 an devenir le numéro 2 de l'appareil. Alors il attend. Numéro 2 à partir de 1988. Ah, ça marche bien. Super. Numéro 2 à partir... Oula. Numéro 2 à partir de 1988, il attend pendant 10 ans. C'est long, 10 ans quand même. 10 ans qu'on lui cède la place. Alors, 25 ans que le FN est dirigé par Jean-Marie Le Pen, il attend, mais il trouve le temps long, et il va y avoir pour lui un événement imprévu qui va lui laisser croire que sa chance est arrivée. Cet événement, c'est l'agression à Mantes-la-Jolie d'une élue par Jean-Marie Le Pen lui-même, comme vous voyez sur l'image, qui était venu soutenir sa fille, non pas Marine, mais Marie-Caroline à l'époque. Et pourquoi je vous en parle? Parce que suite à cette agression, Le Pen est déclaré inéligible et ne peut plus être tête de liste aux élections européennes qui vont venir. Et donc, Bruno Maigret se frotte les mains, le moment qu'il attendait arrive, il va enfin pouvoir mettre son nom en haut de l'affiche. Sauf que Jean-Marie Le Pen ne l'entend pas de cette oreille et dit il faut un Le Pen à la tête de cette liste. Si c'est pas moi, ça sera non pas ma fille, puisque Marie n'est pas dans la course encore, mais ma femme, Jeannie Le Pen, qui connaît rien à la politique, qui le dit elle-même, mais qui dit que si elle doit y aller, elle y va. Bien sûr, Bruno Maigret crie au népotisme, ce qui fait quand même rire, parce que si vous avez
était attentif au nom des maires précédents, vous avez vu qu'il y avait déjà sa femme, maire de Vitrolles. Pourquoi maire de Vitrolles? Parce que lui-même était inéligible et qu'il avait mis sa femme en tête de liste. Donc finalement, il se plaint d'un procédé que lui-même avait utilisé. Toujours est-il qu'il comprend que le Front National ne sera jamais à lui. Et accompagné d'un certain nombre de cadres, il décide de créer la scission et de quitter avec l'essentiel de l'appareil militant le Front National en disant à Jean-Marie, maintenant démerde-toi. Et il va fonder le MNR, dont aujourd'hui plus personne ne connaît l'existence, et pour cause. Ça sera donc un échec total, échec historique donc, qui sera avalisé par les résultats des élections présidentielles de 2002, avec un Jean-Marie Le Pen qu'on déclarait en 1999 terminé. Le Front National c'était fini, tous les analystes le disaient, tous les journaux le disaient, et comme un bouquet final, Jean-Marie Le Pen, pour son avant-dernière en tout cas, candidature présidentielle, va faire ce que pendant 20 ans de succès quasiment, il n'avait pas réussi à obtenir. Alors, c'est à la fois donc l'apogée et puis le point final un petit peu de la carrière, puisque malgré ce succès, se pose toujours la succession, sauf que là où il y avait des numéros 2, eh bien, on n'en voit plus venir. À cette même période, toujours en 2002, c'est du côté de l'extrême droite radicale que les choses vont bouger. Les nationalistes révolutionnaires s'étaient un petit peu réorganisés au sein d'une espèce de structure collective qui s'appelait Unité radicale et qui ne marchait pas trop bien, puisqu'elle était un petit peu engluée toujours dans un discours assez figé et surtout un activisme qui peinait à prendre de l'ampleur. Et il se trouve que, par hasard, la même année que l'élection, alors est-ce que c'est un hasard, je ne sais pas, mais la même année que Le Pen au deuxième tour, un certain Maxime Brunerie, un militant plutôt quelconque, a l'idée saugrenue de descendre le président de la République avec une bande de long rifle. Une idée un peu étonnante, mais qui va avoir des répercussions très importantes au sein du front, de toute la sphère de l'extrême droite, puisqu'elle va permettre en fait un renouvellement complet de son organisation, puisque l'Unité radicale est dissoute en juillet 2002, hein, donc quelques jours après l'acte de Maxime Brunerie, et tout ce petit monde va en profiter pour éclaircir un peu les choses, parce qu'au sein d'Unité radicale, vous aviez deux tendances, en gros, pour faire simple, les nationalistes révolutionnaires purs et durs, et ceux qui voulaient aller un peu dans une autre direction. Et c'est eux qui vont empocher le pactole, puisque finalement la dissolution va surtout coûter aux nationalistes révolutionnaires et assez peu à ceux qui voulaient passer à autre chose. C'est le cas de Fabrice Robert, Philippe Bardon et Chevalier, qui sont toujours aujourd'hui les dirigeants des identitaires, plus que jamais même, et qui sont donc à l'origine, tous des cadres du R, qui vont dire, bah voilà, notre chance historique arrive, pourquoi ? Un, parce qu'on va pouvoir se débarrasser d'une certaine étiquette qui nous collait à la peau, engluée dans le folklore de l'extrême droite traditionnelle. Deux, le FN est au fond du trou, il ne faut pas se laisser abuser par le résultat des présidentielles. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus de cadre, le FN va disparaître, et qui c'est qui va empocher ce qui va rester? Bah, ça va être. Et donc ils font un espèce de mouvement assez vague au niveau idéologique, mais assez bien structuré, avec un développement de collectifs locaux autonomes, une imagerie entièrement repensée, on oublie la croix celtique, on passe à d'autres symboles, et qui va comme ça développer un certain nombre de groupes, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Et qui va comme ça développer un certain nombre de groupes. Mais en tout cas, ils vont réussir, ils vont se donner un délai. Philippe Bardon dit à l'époque, je vous donne 10 ans pour faire le nouveau parti de l'extrême droite, celui qui va enfin retrouver un petit peu l'alchimie du Front National, c'est-à-dire à la fois un parti militant, à la fois un parti électoral, à la fois un parti ancré socialement. Et il se donne donc comme objectif celui-là, avec deux axes principaux, donc l'ancrage local, hein, y compris à base d'un régionnisme un petit peu artificiel, mais c'est pas grave, et puis l'idée de refaire parler de l'extrême droite, mais pas forcément là où on l'attend. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Les années 2000, le début des années 2000, c'est aussi le brouillage des cartes au niveau de l'extrême droite avec l'arrivée de nouveaux acteurs qu'on n'attendait pas forcément. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Dieudonné, dont je ne vais pas trop parler parce que si vous voulez des détails dessus, il y a un spécialiste à la table, donc je ne parlerai pas à sa place. Mais enfin, pour faire vite, après avoir multiplié les provocations antisémites à la télé, Dieudonné va aller un petit peu plus loin
en se rapprochant du Front National. Alors, ce rapprochement qui a lieu lors de la fête Bleu Blanc Rouge est savamment orchestré de part et d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ce qui va un petit peu, si on doit essayer de comprendre quelque chose, à mon avis, au phénomène Dieudonné, c'est ça, c'est-à-dire la recherche de l'alliance des parias. Tous ceux qui commencent à sentir que le vent tourne pour eux, qui sont un petit peu has-been, se disent si on s'associe, si on crée des mélanges improbables, alors on va retrouver une certaine notoriété. Ça, c'est sur l'explication individuelle. Mais même au niveau plus organisationnel, l'idée est un petit peu celle-là, c'est celle de dire on fait bouger les lignes. Et la visite de Dieudonné au Weber n'est pas une surprise créée par Dieudonné, c'est vraiment un événement organisé pour à un moment donné changer l'image, déjà, du Front National. L'idée est là. L'autre comique, j'allais dire, c'est Alain Soral, lui aussi, alors le dandy. Là, pareil, on ne l'attendait pas trop. Pourquoi? Oui, j'ai oublié de le dire. C'est aussi deux personnalités qui sont marquées à gauche. Alors pour Dieudonné, c'est légitime. Pour Alain Soral, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, là aussi, un vieux rêve à l'extrême droite semble se concrétiser. C'est celui de l'alliance de tous les antisystèmes. C'est un discours qui a été porté par le Front nationaliste révolutionnaire pendant des années, mais sans aucune réalité. Là, à un moment donné, des personnes qui sont connues, plus ou moins, qui ont aussi un public, vont défendre et porter cette idée, et donc de nombreux militants nationalistes vont s'y retrouver. C'est donc en mars 2007 la création d'une association, Égalité et Réconciliation. Pareil, j'en dis pas trop pour l'instant, sachant que son actualité aujourd'hui est beaucoup moins intéressante qu'il y a quelques années. Et en tout cas, c'est à un moment donné l'expression politique de cette nouvelle tendance à l'extrême droite. Alors quand même, il va y avoir un espèce de pic à cette association, puisque Dieudonné et Soral vont se trouver, mais le seul moment où il va y avoir une véritable expression politique, c'est lors de la création de la liste antisioniste aux élections européennes de 2009, sachant qu'en réalité, Dieudonné et Alain Soral sont là pour faire un petit peu les faire valoir, parce que l'idée, au départ de cette liste, elle est portée par Yahya Gouassi. Alors pareil, il n'y a pas le temps là, de développer sur ce personnage. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vécu ces dernières années vraiment des situations nouvelles où différentes extrêmes droites de différents endroits vont se retrouver. Ils ne vont pas se retrouver simplement sur l'antisémitisme, comme on pourrait le croire un petit peu en surface, même si bien sûr c'est aussi un élément qui les relie. Mais à un moment donné, chacun va se demander dans quelle mesure il n'a pas intérêt à faire des alliances improbables. Alors, on revient à la situation actuelle après ce petit tour historique au galop. Vous reconnaissez maintenant, alors si vous regardez à nouveau le schéma, vous remarquez que finalement, on a dit qu'il y a beaucoup de groupes nouveaux, mais c'est souvent du neuf avec du vieux. Que ça soit au niveau des noms, Troisième Voie, MNR, etc., ou au niveau des personnalités, vous allez voir qu'on retrouve toujours un peu les mêmes têtes. Alors on commence par le Front National. Bon là, je vais rien apprendre à personne en disant que le principal événement, c'est le changement de président. Mais on va voir que c'est un changement qui en est un sans en être un. Alors pour y comprendre quelque chose, on va revenir un petit peu à une biographie express de Marine Le Pen. Elle est née en 1968, ce qui veut dire qu'elle est née, elle n'a aucun contact bien sûr avec la génération de ces années-là, et elle naît alors que l'extrême droite se renouvelle. Enfin, en 1984, là vous la voyez sur le plateau, un plateau télé, elle est au centre, elle a une belle coupe de cheveux, mais la politique, ça ne l'intéresse pas, et elle est là uniquement pour soutenir son père. Alors bien sûr, à ce moment-là, elle fréquente des militants d'extrême droite, mais elle les fréquente dans des soirées, et non pas du tout sur le terrain politique. Il faut attendre les années 90, le début des années 90, pour qu'elle semble s'intéresser au FN. Mais elle va le faire d'une façon un peu particulière. Son père lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle soit indépendante et qu'elle travaille. Elle a donc fait des études de droit, et comme beaucoup, elle est devenue avocate. Simplement, dans les années 90, quand vous appelez Le Pen pour trouver du travail, c'est un petit peu compliqué. Alors, elle galère, elle défend des fois des militants d'extrême droite, des fois des sans-papiers, mais le plus souvent, elle n'a pas de travail. Alors son père lui dit: j'ai une super idée, on a besoin d'un service juridique au Front National, on va le créer, on va te mettre à sa tête, on va te mettre des vrais avocats pour faire le boulot, et comme ça, tu auras trouvé ta place. C'est ce qui va se passer, et ça va avoir un rôle politique important parce que, au moment de la scission, une grosse partie
des embrouilles va se régler devant les tribunaux. Et à ce moment-là, le service juridique du FN va être vraiment un élément très important dans cette lutte. Et c'est ça qui va aussi propulser Marine Le Pen sur le devant de la scène au sein de l'appareil. C'est-à-dire elle est vraiment rentrée en politique par l'appareil Front National. D'autant plus qu'elle a été poussée par son père, puisqu'en 1997, elle se propose pour être au comité central, les militants n'en veulent pas, et son père l'impose, puisqu'il en a le droit en tant que président, l'impose malgré tout au sein de cette instance. Elle doit donc beaucoup à papa. D'ailleurs, son surnom au Front National pendant des années, ça a été, enfin jusqu'à très récemment, c'était Lady Papa. Pourquoi? Parce qu'à la fois elle fréquente les boîtes de nuit et à la fois c'est bien un pur exemple de népotisme. Alors toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau au Front National. C'est la grande question, tout le monde dit le nouveau FN, etc. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors il y a des choses qu'elle a apportées réellement, en particulier au moment de la campagne présidentielle de son père en 2007, en particulier avec cette affiche, je ne sais pas si vous la voyez très bien, a priori non, mais si vous la connaissez, si on s'intéresse, vous pourrez la voir, elle a choqué beaucoup au Front National, mais pas du tout pour la raison qu'on pourrait croire. Non pas parce que c'est une métisse qui est sur l'affiche, mais parce qu'on voit son string, ou sa culotte. Enfin, les catho-intégristes qui ont vu un string, franchement, c'est beaucoup d'imagination. Et puis elle a un piercing aussi, alors ça, c'était pas possible. Ce qui veut dire que la nouveauté ici, elle n'est pas là où on le croit, avec une vision un peu multiculturelle du FN, pas du tout. Elle est sur des codes vestimentaires qui vont choquer les nationaux catholiques, qui sont à ce moment-là encore une des dernières forces militantes importantes au sein du Front National, et qui vont beaucoup lui en vouloir, pas spécialement à cause de cette affiche, bien sûr, c'est qu'un exemple, mais à cause de son attitude à leur égard. L'autre nouveauté, c'est au niveau du staff. Elle va faire vraiment le ménage et ne garder autour d'elle que des personnalités qui lui sont soit très proches, c'est le cas de Steve Bridois ici, avec qui elle va mener sa campagne à Edmond Beaumont, Louis Alliot, il n'y a pas plus proche, puisque c'est son compagnon dans la vie, ou des personnalités sorties de nulle part. C'est le cas de Florian Philippot, qui après un petit détour par les souverainistes, fait finalement ses classes au Front National. Donc des produits 100% FN. Alors, vous allez me dire, mais non, pas du tout, la nouveauté au Front National, c'est que maintenant le Front a un discours social. Alors c'est vrai, quand on compare ces deux photos, là vous avez Le Pen avec Ronald Reagan, qui est sûrement le président des États-Unis, qui a mené la politique la plus antisociale qui ait eu dans ce pays, et puis là on voit Marine Le Pen qui sert des mains sales à Rungis. Mais en réalité, ça c'est pour la com', parce que le discours, lui, il n'a pas changé, il est toujours le même, c'est celui de cette affiche des années 90, et qui est toujours celui porté par le Front National. Alors bien sûr, il y a eu des coups, en particulier au moment des européennes, où Alliot nous ressort Jaurès, mais d'abord il n'est pas le premier à le faire. Chez les nationalistes révolutionnaires, on avait déjà vu ce phénomène. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'arnaques. C'est le cas de l'affaire Fabien Engelmann, dont vous vous souvenez peut-être, et que je ne développerai pas ici, mais on pourra en parler tout à l'heure. Non, la vraie nouveauté, elle est ailleurs. La vraie nouveauté, c'est qu'elle a cassé l'appareil militant Front National. Quelques chiffres le prouvent. Par exemple, ceux de la manifestation du 1er mai, alors bien sûr, elle déclare l'inverse à la presse qui reprend en cœur, mais si vous voyez aujourd'hui à quoi ressemble une manifestation du Front National, je vous le dis, ça ressemble à rien. Et il y a à peu près plus de militants. Et les militants qui restent, vous avez ici, on ne voit pas très bien l'image, mais il y en a une un peu plus grande, le militant Front National type, c'est celui-là, c'est-à-dire un militant qui ne qu'à la réussite de Marine Le Pen. C'est à peu près le seul travail militant qui demeure. Si vous avez regardé le petit dépliant, d'ailleurs sur vos boîtes aux lettres, si vous ne l'avez pas acheté tout de suite, de Marine Le Pen, vous voyez qu'il y en a que pour elle, le Front National a pour ainsi dire disparu. Un petit détail, c'est une anecdote, mais quand même, lors du dernier 1er mai, le 1er mai c'est vraiment la grande fête militante du FN, il y a une tradition qui veut que Le Pen commence toujours par faire des remerciements. Et les premières personnes qui sont remerciées, ce sont toujours les militants. Toujours. Et pour la première année, c'est Marine Le Pen qui est présidente, elle commence son discours, elle remercie d'abord les gens qui sont assis derrière elle, donc ses proches, et ensuite elle remercie les électeurs. Et les militants, pas un mot pour eux. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez important, et qui pose surtout des questions pour les militants antifascistes. Au niveau électoral, en revanche, c'est à peu près toujours la même chose. Là, vous avez les chiffres des présidentielles, et la carte que vous voyez ici, c'est celle des cantonales, mais vous prendriez une carte des années 90, elle serait globalement la même. Alors bien sûr, il y reste au sein du Front National une espèce de résistance de ce qu'était le Front National avant. C'est Bruno Gollnisch qui l'incarne. Mais il est plutôt là pour faire de la figuration et pour l'embêter un peu.
C'est le cas en particulier à l'échelle locale dans la région lyonnaise, où le Front National, c'est le dernier endroit où le Front National entretient encore des liens étroits avec l'extrême droite radicale, c'est le cas en particulier de l'œuvre française. Alors, à propos de numéro 2, là c'est Bruno Gollnisch est toujours au Front National, mais il y a eu beaucoup de numéro 2 après le départ de Bruno Maigret, enfin il y a eu au moins Karl Lang, et beaucoup de cadres aussi qui se sont demandé quoi faire, et la plupart ont essayé de se retrouver autour de ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union de la droite nationale, et qui regroupe tous les groupuscules fondés par tous les cadres qui se sont fait jeter ou qui sont partis du Front National. Alors, si vous regardez cette photo, donc, qui date un petit peu, mais aujourd'hui vous avez toujours les mêmes personnalités, vous avez les 3 générations de tricards du Front National. La première, c'est Robert Spuller. Lui, il était au PFN, après il a fait un travail local, il se retrouve à l'UDN. Ensuite, on a Pierre Vial. Lui, il est parti avec Maigret au moment de la scission de la fin des années 90. Enfin, on a Karl Lang, lui, il s'est fait jeter par Marine Le Pen. Lui aussi, il a attendu son tour et il n'est jamais arrivé. Lui, il est président du Parti de la France. Et tous ces anciens pensent qu'ils vont pouvoir ranimer la flamme de ce qu'était le FN des années 90. Mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, c'est l'échec complet. Alors, une des idées qui a été totalement abandonnée par Marine Le Pen et qui faisait la force militante, c'était que le FN, c'était le creuset dans lequel toutes les familles nationalistes allaient se retrouver. Et eux, ils continuent à porter cette idée, mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de succès. Alors, vous ne voyez pas très bien l'image, mais vous avez 2 skins qui portent la banderole, et puis derrière, il y a des mamies, et c'est ça la beauté du NDP, c'est tous ensemble, tous ensemble. Alors, malgré tout, ils ont quand même essayé de développer un discours qui leur était proche, et ils se sont dit, il y a un truc auquel le FN n'a pas pensé, c'est d'axer sur le discours contre l'islam. Alors ils ont développé surtout une propagande autour de ça. Alors rassurez-vous, ils n'ont rien inventé puisqu'ils ont tout été piqués à l'étranger. Vous avez là une affiche de l'UDC, là une affiche du mouvement allemand Pro-Köln. Donc ils reprennent un petit peu tout, mais en mettant leur petite page, le côté loser, vous voyez. Par exemple, l'UDC, ils virent les Noirs de Suisse, alors que pour le NDP, c'est les Blancs qui seront virés de leur pays. Alors, malgré tout, je me moque, mais c'est quand même derrière eux, qui va aussi quitter le front en masse, vous allez retrouver la partie de l'extrême droite la plus susceptible de mobiliser du monde. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du côté du FN ou des identitaires qu'il faut aller chercher, mais du côté des catholiques intégristes. C'est eux, c'est les seuls aujourd'hui capables de mettre dans la rue plusieurs milliers de personnes, en particulier pour les marches pour la vie, et à avoir un réseau associatif extrêmement dense, et des groupes aussi, avec des apparitions très variées. Vous avez ce petit qui s'occupe des prières devant les cliniques, et puis vous avez Citas qui cherche, lui, plutôt à faire de l'animation politique. Vous avez aussi des groupes de jeunesse, souvent des anciens du FN, comme Renouveau Français, et puis là, pareil, je ne développe pas, vous l'avez encore en tête, il y a d'autres gens qui pourront en parler ici. À un moment donné, la possibilité de se regrouper, de se retrouver autour de campagnes, pas forcément là où on l'attendait. C'est le cas par exemple au moment des mobilisations contre les pièces de théâtre, censées avoir insulté l'image du Christ. Du côté des identitaires, pareil, les années passent, 10 ans ont passé, et donc il est temps de faire le constat. Et tout a été fait pour transformer les identitaires, donc qui est une espèce de nébuleuse au départ, en un véritable parti politique. Pour ça, ils vont développer toute une imagerie, toute une série de codes pour passer le pas et arriver à l'objectif qui était celui de départ, c'est-à-dire créer une structure susceptible d'être capable de concurrencer le Front National. Alors, c'est l'échec complet, puisqu'à cette manif qui a eu lieu à Paris, il y a 300 personnes, personne ne veut reprendre leur slogan, personne n'a envie finalement de rentrer dans le moule. Et malgré le développement d'une propagande à la fois agressive, très bien faite et assez passe-partout, le projet identitaire ne va pas vraiment trouver son public et va rester cantonné finalement au petit milieu de l'extrême droite folklorique. Alors malgré tout, c'est pas pour ça qu'il n'y a que des échecs, en particulier au niveau des coûts médiatiques. Donc ça a commencé avec des campagnes de dénigration ou des campagnes contre des groupes de rap ou des choses comme ça. Et puis après, il y a eu la soupe au cochon. Et puis dernier exemple, en date, c'est la reprise des apéros Facebook avec les fameux apéros saucisson pinard. Simplement, c'est toute la force des identitaires. Attention, interactivité. Est-ce que vous savez, sur les 3 événements qui sont là, combien ont eu lieu? Exactement, il n'y en a eu aucun. Aucun n'a eu lieu.
Ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. En revanche, ils ont tous été annoncés comme ayant eu lieu. Et donc, dans la tête des gens, bah, c'est la même chose. Aujourd'hui, que vous le fassiez ou que vous disiez que ça a eu lieu, finalement, ça revient en même. Pourquoi? Bah, entre autres, parce qu'il y a eu un investissement du champ virtuel très fort de la part des entitaires, une présence sur Internet massive, qui fait qu'aujourd'hui, une action n'a plus besoin d'avoir lieu pour avoir lieu. Alors, cela dit, pour l'apéro géant du 18 juin, je triche un peu, puisque finalement, cet apéro a eu lieu, mais sous un autre nom, avec l'association des identitaires avec Riposte. Là, c'est pareil, je ne développe pas aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité, mais il faut quand même noter qu'à un moment donné, les identitaires pensaient aussi se développer en explosant les cadres. Hein, on retrouve la même logique que celle de donner son nom. Je vais passer fini. Alors je vais passer très très vite, il me reste, je prends 3 minutes et puis c'est fini. Il nous reste, pour aller très vite, donc là je vais passer, tant pis, j'en parle pas. Il reste quelques nationalistes révolutionnaires qui demeurent et que vous pouvez croiser un petit peu masqués sur le modèle italien de Casaponte. Des revues, il n'en reste plus qu'une qui soit à peu près lisible, pareil, j'en parle pas. Et je terminerai, là j'en ai pour 5 minutes vraiment, avec ceux qu'on a appelés les bourrins, faute de mieux, mais qui sont aujourd'hui les groupes d'extrême droite qui sont les plus dynamiques. Alors ils ont tout un réseau de groupes, pareil, je n'avais pas le temps de développer. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils s'organisent autour d'une personnalité qu'on n'aurait jamais cru voir revenir, qui est Serge Hanou, qui s'était fâché avec tout le monde à peu près, parce que tous les militants nationalistes qui fréquentaient la scène à l'époque, et qui va reconstruire autour de lui tout un réseau, ce qui est assez inattendu étant donné sa personnalité. Alors, c'est quoi ce réseau? Bah oui, il ne trie pas trop, hein, il n'est pas trop exigeant. Alors, vous retrouvez un petit peu près toute une série de groupes qui, plus ou moins structurés, plus ou moins organisés, qui en général ne disposent ni de revues, ni de sites, ni d'aucune production intellectuelle, mais qui en revanche ont une capacité de nuisance locale assez importante. On avait quelques exemples ici. Mais c'est pas pour ça qu'il est lui-même totalement coupé du reste de l'extrême droite, puisqu'il est en contact permanent avec Pierre Vial, par exemple, les repas supérieurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'autre, et cette dernière, je terminerai là-dessus, l'autre élément important, c'est que, pareil, même s'il n'y a pas de production intellectuelle, c'est dans ces groupes-là, et non pas chez les identitaires finalement, qu'on va retrouver quelque chose qui ressemble le plus à un travail social. C'est le cas en particulier à travers les maisons du type Blam Suisse, à la maison flamande à Lille, qui est un véritable centre social. Un peu beauf, hein, faut le dire, mais un véritable centre social, avec, comme ça, une animation. Et c'est dans ces réseaux-là qu'on va retrouver cette activité-là, et encore une fois, ni au FN, ni chez les identitaires. Enfin, ultime avatar de cette nébuleuse nationaliste, des groupes, là aussi c'est un phénomène tout à fait récent et tout à fait intéressant, qui est qu'on voit à nouveau, pas simplement des mouvements portés par des vieilles têtes, hein, c'est ce dont je parlais depuis le début, mais des mouvements relativement spontanés, très jeunes, hein, 16-17 ans dans certains cas, qui vont éclore. Alors ça a commencé, donc je parlais de nationalistes autonomes, ça a commencé en Picardie, dans le nord, dans l'est, on a cru que c'était très local parce que l'inspiration est allemande, hein, vous avez ici les nationalistes autonomes allemands, et en réalité, il semblerait que des groupes se développent autour de Montpellier, par exemple, donc là, en cas de contact. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long. Voilà en gros, disons, où on en est.